juste avant d'attaquer, je vais juste repositionner Beanstalk, enfin Elastic Beanstalk, dans la pléthore des services AWS. Alors, si je peux arriver, voilà. Donc en fait, c'était pas du tout prévu, mais en fait on va parler de deux services ce soir qui parlent un peu qui servent un peu à la même chose. En tout cas, la même finalité. Donc, là, vous avez toutes les grandes catégories des services AWS. Je crois qu'il y en a 51 maintenant. Et dans la catégorie Compute, on va trouver les services qui servent à déployer des applications. Et en fait, aujourd'hui, on a 4 façons de déployer des applications sur AWS. Alors, la première, que vous connaissez sans doute, forcément, si vous avez déjà utilisé AWS, c'est EC2. C'est le service historique d'Amazon qui a été lancé en 2006, qui permet de déployer des machines virtuelles. Donc là, vous créez une VM, et puis vous avez la main dessus, vous avez la main, vous faites un SSH dessus, vous pouvez installer des packages, vous pouvez configurer l'instance comme vous configureriez un serveur. Okay. Vous avez Beanstalk, qui est un service de type PaaS, une Platform as a Service, qui va lui vous offrir un container d'applications qui peut être PHP, qui peut être Java, qui peut être Ruby. On verra ça tout à l'heure. Où là, vous allez déployer une appli. Donc vous allez déployer, si c'est du Java, vous allez déployer un jar, si c'est PHP, vous allez déployer votre appli PHP, etc. etc. Donc là, le serveur est abstrait. La création du serveur et la vie du serveur est abstraite par la plateforme. Okay. C'est un environnement sympa pour les développeurs. Et c'est un service qui est très bien pour les débutants. C'est un très bon point d'entrée sur AWS parce qu'il cache un peu de la complexité qu'on peut ressentir quand on commence sur AWS. C'est pour ça que je voulais parler de ça ce soir. Donc Lambda, je ne dévoile pas le suspense, qui est un service plus récent qui permet lui carrément de déployer uniquement des fonctions, donc des petits bouts de code qui vont réagir uniquement sur invocation. Et puis bon, ECS, dont j'ai parlé déjà à la terre entière, sauf un Rennes hier soir où j'étais trop malade, j'ai pas pu y aller, donc il me reste Rennes. Mais voilà, qui est le service de container managé, de container Docker managé sur AWS. Voilà, j'en ai parlé à Docker Lyon. Je veux bien refaire une session un jour ici. Bon. Mes slides sont prêtes, il n'y a pas de problème. Je les connais par cœur, j'en rêve la nuit. Donc on va parler de Beanstalk. Donc ce qu'on va faire en fait ce soir, on va vraiment partir de zéro. Donc c'est de la live démo pure, alors on va espérer que les dieux seront avec moi et que mon cerveau fonctionne à peu près. Donc ce qu'on va faire, alors déjà je vais faire un tout petit sondage. Qui n'a jamais utilisé AWS? D'accord, ok. Qui n'a jamais utilisé Beanstalk? Du coup, les mêmes, ouais, plus. Ok, d'accord. Alors je vais le faire à l'envers. Qui fait de la production sur Beanstalk? Ah d'accord, c'est cool. Ok. Yes, il y en a. C'est cool. Ok. Alors on va faire une application Rails, mais c'est vraiment... alors pour ceux qui m'ont déjà vu, tout le monde sait que je suis un dieu du PHP. Je suis aussi un dieu du Rails. Donc ça va pas voler très très haut. Après, ceux qui m'ont vu rigolent, ils savent de quoi je parle. Alors, vous allez voir, c'est au moins aussi bien. Donc, qui ne connaît pas du tout Rails? Ruby on Rails. Bon, ok, c'est vrai, d'accord. Vous en connaissez plus que moi. Donc on va créer une mini-application. Le but du jeu, ça va être de créer une mini-application de blog, de mini, de la déployer sur un environnement de dev, tout simple. Voilà, vous montrer que le cycle de développement, finalement, comment on déploie, comment on modifie une appli, comment on la redéploie sur Beanstalk, etc. Ensuite, on va créer un environnement de prod, donc, qui sera un peu plus complexe, avec de l'autoscaling, avec un load balancer, avec un back-end sur RDS, donc RDS, Relational Data Service, la base de données managée d'AWS, avec Postgres derrière.
Okay, donc on va voir comment on fait les deux environnements. On va voir le cycle de développement. On va tout faire en live. Je vais essayer de ne pas trop merder. Et si jamais vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Vraiment, je fais une session pour les 100% débutants. Là. Donc il faut que vous sortiez de là en ayant compris et en étant capable de le refaire. Avant que j'attaque, comme d'habitude, ne vous embêtez pas à noter quoi que ce soit. Je posterai toutes les slides, la moindre commande que j'ai tapée. Je posterai ça dans le meetup, dans le forum du meetup, sans doute demain. Ok? On y va? C'est parti. Alors, ouais, j'ai mes anti-sèches parce que. Alors le premier truc qu'on va faire, parce que tant qu'à faire les choses bien, on va se créer un repository Git. Voilà. Donc je commence par ne pas parler d'Elastic Beanstalk en fait. Je commence par parler d'un autre service qui s'appelle Code Commit. Quelqu'un connaît Code Commit? Bon non, on est tous sur GitHub, mais ça fout. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave. Donc Code Commit, je vais quand même vous le montrer. Il faut que je fasse mon travail. Donc c'est un Git managé qui est hébergé chez nous. Alors qui est peu connu parce que c'est un service encore relativement récent et surtout il n'est disponible que dans la région d'US East. Voilà, c'est pour ça que je suis passé sur North Virginia. Là. Pour ceux qui sont en train de se dire oulala, ça y est, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, je suis plus sur la région Europe, je suis sur la région US. Voilà. Et donc le repo que je viens de créer, d'accord? Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Okay. Donc là, j'ai juste créé un repository que j'appelle blog, donc, qui est dans la région US East, avec une description. Voilà. Et je récupère quoi? Je récupère un petit bout de JSON qui me donne essentiellement l'URL de clone SSH ou HTTP. Okay. À partir de là, c'est des commandes Git normales. Okay. Donc voilà, sachez que si vous voulez un repo privé, simple, vous l'avez. Okay. En une commande. J'aime bien GitHub, mais voilà, de temps en temps, c'est bien d'avoir un truc privé aussi. Oups, on s'en fiche. Ok, donc voilà, on va le cloner. Voilà. Ok. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que vous allez voir qu'en fait, un des avantages d'Elastic Beanstalk, c'est qu'il est bien intégré avec Git. Et qu'il va être capable de gérer les branches, il va être capable de faire tout ça. On va voir ça au fur et à mesure. Ok. Alors, on va commencer à faire du Rails. Voilà. Donc, je crée une appli. Je crée une appli. Voilà. Ça, c'est Rails. Hein. Je fais des trucs. Voilà. Et là, on bénit le SSD. Quoi? Et là, on bénit le SSD. Ouais. Ah ouais, non, là, il fait quelque chose. Là. Sinon, ça ne prendrait pas de temps. Hein. Voilà. On va faire ça. Parce que ça, il n'en sort jamais. Ah oui, on va pas faire ça alors. On va faire ça et on va faire ça. Voilà. Ça marchera mieux. Ok. Julien? Oui. Tu peux monter ta console, s'il te plaît? Le bas de ta console, tu peux la remonter? Ah oui, ça va, le bas de l'écran, vous voyez rien. Ouais, attends. Merci. Voilà. Donc, à faire, voilà. Ça va? Ok. Ok, donc là, bon, pour les gens qui ne connaissent pas Rails, pas de souci. On a juste déclaré une nouvelle application. On va tester notre repo, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Ok. Bon voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas fait grand chose, mais on a posé les bases. Donc on a dit que c'était un blog.
on va ajouter une ressource. Donc une ressource, c'est, pour faire très simple, c'est un objet Rails. D'accord ? Donc je crée un objet qui s'appelle post, qui va être un post de blog. Okay. Voilà. Tout ça, c'est du Rails. Alors, les gens qui connaissent Rails connaissent ça par cœur. Voilà, ça fera comme ça. Voilà. Je crée les objets dans la base de données. Et normalement... Ah oui, on va commiter quand même. Voilà. Retester le repo. Ok. Bon, ben là, on doit pouvoir lancer notre Appler local, théoriquement. Voilà. Ah oui, ça, effectivement, c'est un peu petit. Voilà. Ouais, magnifique. Ouais. Je vous avais dit que j'étais fort en Rails. Donc là, je suis en local. Okay. Normalement, je peux poster des trucs. Voilà. Bon. Donc ça, c'est en local. Très bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de Beanstalk. Alors, on va commencer. Je vais revenir dans ma console. Je vais laisser tourner mon petit serveur, comme ça on verra mes modifs au fur et à mesure. Voilà, je vais me remettre au bon endroit. Ok, on y est. Bon. Alors, donc là on a une appli. Donc c'est du Rails, mais à la limite peu importe. Si vous faisiez du PHP, du Java, du Node, ça serait exactement le même schéma. Donc le premier truc à faire, c'est de créer un environnement. Donc créer un environnement, on va créer une application. Donc, créer une application, c'est simplement dire à Elastic Beanstalk, bon ben voilà, je vais initialiser une application que j'appelle blog, qui va être en Ruby. -P c'est pour plateforme. Alors si vous mettiez PHP, ben voilà, Java, c'est là que ça se déclare. Vous pouvez spécifier la version. Par défaut, je crois qu'il prend la dernière version. Donc là, ça va être Ruby 2.2. Mais si vous voulez une version spécifique de Java, une version spécifique de PHP, ou même de Ruby, ben évidemment, c'est là que ça se déclare. Et puis on va lui dire qu'on veut la mettre dans la région ouest. Ok. Donc pour l'instant, c'est vraiment juste déclaratif. Je vais revenir dans ma région irlandaise. Voilà. Ok. Et je vois une application blog. Et aucun environnement n'existe. Okay, donc pour l'instant, on n'a rien déployé. On a juste dit qu'on allait avoir une application qui s'appelait blog. Alors ça a fait quoi? Ouais, ça a modifié gitignore. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il veut exclure les fichiers de configuration. Alors ça, c'est important, parce que c'est souvent dans ces fichiers-là que vous allez mettre des secrets ou des variables que vous n'avez pas envie de retrouver sur GitHub ou nulle part. Donc c'est très bien que ce truc-là soit exclu. On va l'exclure. Magnifique. Voilà, on doit être à jour. Okay. Et donc maintenant, on va créer l'environnement. Donc un environnement. Je vous montre la commande, je vais vous l'expliquer. Voilà. Je sens que ce truc va se casser la figure. Ouais. Ah, c'est bon, je gère. Alors, donc la commande create, le nom de l'environnement. Donc un environnement, ça va être, comme son nom l'indique,
un ensemble de paramètres qui vont décrire l'environnement d'exécution de l'application. Donc, par exemple, c'est là que vous allez dire, est-ce que vous voulez que ça soit du single instance? Est-ce que c'est une seule VM? Est-ce que vous voulez que ça soit load balancé? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une base de données associée à cette application, etc. etc. Donc on va créer plusieurs environnements. Ça, c'est l'environnement de dev. Ensuite, on va créer l'environnement de prod qui sera plus complexe. D'accord? Donc là, je dis moins single, ça veut dire que tu me crées un seul serveur. C'est un serveur de dev, je n'ai pas besoin d'avoir l'arsenal. AWS, je veux un truc tout simple qui démarre rapidement. Je donne le nom de la clé, ça c'est la clé SSH qui me permettra de me connecter sur l'instance. Et puis je lui passe une variable d'environnement, ça c'est encore un truc de Rails. Il a besoin d'avoir une variable qui s'appelle secret keybase avec un token aléatoire qui lui sert à chiffrer les cookies et autres plaisanteries. Okay. Donc on va exécuter ce truc-là. Voilà, donc là, il va packager l'appli, donc il fait un zip, hein, on voit. Il le copie dans S3, donc S3 c'est le stockage objet d'AWS. Donc il le copie dans S3, et puis ensuite il va le déployer. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire en gros? Comme je lui ai demandé une single instance, il va me créer une instance, une machine virtuelle. Il va installer dessus ce que je lui ai demandé. Hein. Donc, je vais avoir un Amazon Linux avec Ruby 2.2, très bien, et puis il va déployer mon appli. Ok, vas-y. À quel moment tu as spécifié que cet environnement-là était pour l'appli blog? Parce que j'ai fait le binit, juste avant. Ok, c'est-à-dire que si jamais en fait, le binit, ça ne sert pas qu'à créer, ça sert aussi à changer l'environnement, de changer d'application. Ouais. Ok. Ok, donc là, excusez-moi. Ok, donc là, voilà, il crée une adresse IP, une Elastic IP, une IP publique pour la VM. Bon, voilà. Donc, j'adore le message Save to Control C, parce que c'est vrai qu'on hésite toujours. Donc là, effectivement, si on l'arrête, on ne tue pas le démarrage. Si vous voulez savoir où vous en êtes, vous pouvez faire EB status. Voilà, et là, il vous dit... eh ben, je suis en train de démarrer. Voilà. Status launching, health, gray. Bon. Gray, ça veut dire c'est moi, quoi. C'est moi ce soir. Vous voyez, on ne sait pas. Voilà. Green, c'est tout va bien. Red, c'est non. Gray, c'est ouais, on va te dire attends 2 minutes, on va te dire. Donc, vous pouvez, voilà. Quand vous avez plusieurs environnements, vous pouvez passer le nom de l'environnement. Vous pouvez faire ça aussi. Ok. Il peut y avoir plein d'environnements différents. Il pourrait y avoir un environnement par développeur. Enfin, ok. Et c'est tout. C'est bien, non? Moi, si tu fais néant, j'adore. Donc là, on voit, si je vais peut-être rafraîchir un petit coup. On va aller là-dedans, tiens. Donc là, sur la console, on a un peu plus de détails. On va aller dans Events. Alors, on va regarder Configuration pendant qu'il démarre. Donc, on va retrouver grosso modo soit ce qu'on a rentré, soit les choix par défaut. Donc, on voit s'il y a ces single instance. La taille de l'instance, je lui ai rien dit, donc par défaut, il m'a mis T2 micro. C'est une petite instance, mais c'est suffisant. Variable d'environnement, on voit le truc que je lui ai demandé de positionner. Et puis data tier, je ne lui en ai pas demandé, donc il n'y en a pas. Ok. Donc ça démarre tranquillement. Et dans Events, on va voir ce qui se passe. Donc on voit grosso modo ce qu'on voit dans le EB status. Okay. Et si je vais voir ce qui se passe dans EC2, j'imagine qu'on voit une instance. Je prends tout le temps la photo quand même. Encore une. Merci. Voilà, on voit l'instance qui est taguée avec le nom de l'environnement. Okay, donc il est en train de la démarrer. Voilà. D'accord.
Bon, on va le laisser, on continue un tout petit peu, ça prend 3-4 minutes. On va continuer. On va attendre que ça passe green. J'ai une question. Vas-y, je t'en prie. Quand il a créé le zip, Ouais. il a pris ce qui était dans... Ah oui, merci. Où de me est-ce faire qu'il a pris ce qui était en local sur la machine? Alors, j'allais le montrer après, mais c'est vrai. Merci. Non, mais merci de m'y faire penser. Alors, par défaut, il prend ce qui est commité. Donc, quand on va le faire après, on va faire les modifs. Quand on fait EB create ou EB deploy, qu'on va faire dans 30 secondes, il prend la version comité. Ce qui est rassurant, mais ça veut dire que bon, tu peux être en train de bricoler des trucs, il ne se passe pas grand-chose tant que tu n'as pas comité. Il y a une option qui s'appelle -stage, qu'on va voir, qui permet de déployer ce qui est stagé. Donc, ce qui a été stagé par git add. On va le tester tout de suite. Ok, alors est-ce qu'elle est green ou pas encore un truc là? On va modifier un fichier. Donc il utilise la branche courante quand on fait du code. Oui, il prend le head. Par défaut, il prend le head. Et on peut lui dire de prendre une branche particulière. Je pense que oui, mais là, ça dépasse mes... Ça dépasse totalement cerveau. Donc, en avant. Donc, on va éditer un truc. C'est merveilleux. On va changer le titre. Voilà. Comme je suis hyper inspiré, on va appeler ça bloc de dev. Voilà. On va vérifier en local. Ouais, ça marche. On a changé le titre en local. Tout va bien. Ah, launching green. Okay. C'est pas encore tout à fait ready, mais ça arrive. Bon, ça c'est le temps de démarrage. C'est le temps de démarrage de la VM. En plus, les T2 micro, c'est pas les plus rapides. Voilà, running, non, ça devrait être bien. Alors, running, là. Ah, else, ok, ça c'est bien parti. Ok. Donc là, on doit être bien. Donc, je dois pouvoir me connecter sur ce truc-là. /post. Voilà. Ok, donc là, je suis sur mon instance de dev. Là, je suis plus en local. D'accord. Ok, on voit bien l'URL là. D'accord. Donc, on va faire exactement ce qu'on disait là. Donc là, j'ai fait une modif sur un fichier. Ok, je l'ai testé en local. Bon, là, si je fais. Alors, la commande qu'il faudrait faire, c'est EB deploy. Si je la fais, ben, il ne se passera rien. Enfin, ça va redéployer la même chose. Hein, parce que ma modification n'est pas stagée. Donc, si je fais ça. Ok, là, elle est stagée. Donc, si je fais deploy -staged, là, ça passe. Si je fais un deploy tout seul, il ne se passera rien. D'accord. Bon, on va la commiter. On pas besoin de la pusher. Non, parce qu'il Ouais, bonne remarque. Il déploie à partir de ce truc-là. Voilà, donc là, ça doit être plus rapide parce que l'instance est déjà créée. Donc, tout ce qu'il fait, c'est réuploader la version. Voilà, ça doit être rapide. Okay. Donc voilà le cycle de développement. Une fois que l'environnement est créé, donc vous voyez l'environnement là, un environnement single à une instance comme ça. Bon, ça paraît toujours long quand on le fait comme ça, et qu'on regarde l'écran, mais bon, c'est 3-4 minutes. Et puis après le deploy est rapide. Donc vous pouvez intégrer ça facilement dans l'intégration continue, tout ce que vous voulez. C'est tout ça. J'ai vraiment volontairement voulu tout faire en ligne de commande ce soir pour vous montrer que c'est scriptable et que c'est. Voilà. Donc si je me reconnecte là-dessus.
Voilà, mon petit crash en fait. Donc vous voyez là, le deploy, c'est moins d'une minute. Ok. Bon, donc on pourrait continuer comme ça les 2 heures. Des questions? Non? Vas-y, hein. Ouais, vas-y. Au niveau de la zone, ça a été, c'est une variable d'environnement ou Qu'est-ce que tu entends par zone? là, ça choisit l'Irlande, c'est parce que c'était déjà configuré Non, c'est au moment où c'est au début. Quand j'ai fait. C'est au niveau du unit. C'est au niveau du unit. D'accord. Voilà. Je rappelle l'autre. C'est au moment où tu crées l'appli, tu dis je la mets dans cette folder. Oula, il y a du son. Non, ça n'arrive pas. Ok. Bon, donc voilà. Donc, franchement, moi je trouve que pour un dev, c'est un service sympa parce que on arrive à déployer son appli, voilà, on ne se pose pas vraiment de questions d'infrastructure. Alors il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu quand même, c'est si je poste là. Bon là je suis sur un truc. Ok. J'écris en base, mais laquelle? Bon, parce que j'écris pas dans RDS là, manifestement. Bon. Alors, j'écris dans SQLite, okay, qui est la base par défaut sur Rails. Donc, j'écris en local dans un fichier. Donc, pour de la prod, on est d'accord que c'est inacceptable. Pour faire du dev ou pour bricoler, c'est bien suffisant. Mais ce qu'on a envie de faire, c'est avoir une vraie base. Donc, on va faire ça. Donc on va se créer une branche de prod. Alors je vais copier 3 fichiers, je vais expliquer après. Voilà. Oh. Ah oui. Donc ça c'est des horreurs Rails, hein. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec Beanstalk, mais j'ai quand même l'expliquer vite fait. Donc là, tout ce que j'ai fait 3 choses en fait. Donc dans le gem file, je lui ai dit un truc tout simple. Puis voilà, t'es gentil. Effectivement, pour le dev, je reste sur SQLite. Par contre, pour la production, je veux Postgre. Okay. Donc là, ça dira à Rails, maintenant, tu utilises Postgre pour faire tes requêtes. Okay. Donc ça c'est dans le gem file, c'est pour qu'il installe la gem Postgres, PG. Okay. Ensuite, j'ajoute ça. Donc ça c'est les variables d'environnement pour que l'appli Rails puisse se connecter à la base. Donc la base, le username, le password, etc. Okay. Ces valeurs-là, elles vont être positionnées automatiquement par Beanstalk. Et quand Beanstalk va créer l'instance RDS, il va automatiquement injecter ces variables d'environnement dans l'appli Rails. D'accord ? Mais encore faut-il que je lui donne le nom des variables, et c'est dans ce fichier-là que je le fais. D'accord ? Et le dernier truc que je suis obligé de faire, c'est d'installer sur l'instance le package Postgres 9.4 qui est le client Postgre. Donc la gem PG, elle s'appuie sur ce package. Donc entre parenthèses, dans EB Extension, bon là j'ai pas le temps d'en parler ce soir, puis c'est des sujets un petit peu plus avancés. EB Extension, c'est ce qui va vous permettre de configurer,
d'ajouter dans votre appli et de configurer d'autres services AWS. Par exemple, si vous voulez intégrer votre appli avec Elasticache ou avec des choses comme ça, vous allez le faire avec EB Extension. Ça vous permet d'intégrer facilement tout un tas d'autres services autour de votre application Beanstalk. Okay, donc ça c'est de la config, mais enfin bon, la doc est plutôt bien faite là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Okay. Voilà, donc là tout ça c'est juste pour dire, voilà, j'ai modifié mes 3 fichiers, c'est juste pour dire maintenant sur l'environnement de prod, on passe sur Postgre, et voilà. Donc je vais committer ça. Ok. Voilà. Bon, et là maintenant on va pouvoir créer l'environnement de prod. Alors là je vais créer un environnement le plus riche possible. Donc, la commande est assez longue. Un truc dont je vais avoir besoin, c'est mes subnets. Parce que je veux pouvoir créer un environnement avec de la haute dispo pour les instances, pour RDS, etc. etc. Donc j'ai besoin d'avoir les identifiants de mes subnets. Donc il y a une commande qui est simple, que vous connaissez peut-être, qui est AWS EC2 describe subnets, qui me donne les sous-réseaux qui sont disponibles dans mon VPC, dans mon réseau privé. Voilà. Donc là, le champ qui m'intéresse c'est ça, subnet ID, les 3 qui sont là. Ok, donc histoire de me simplifier la vie, je vais mettre ça dans une petite variable d'environnement. Voilà. Et alors voilà la commande qui pique les yeux. Alors, donc EB create block prod. Ok, donc là je crée mon environnement de prod. La clé toujours la même. L'identifiant du VPC. Je ne sais pas si on va le voir sur l'écran. Si ça. Donc l'identifiant du VPC. D'accord, donc le VPC, c'est Virtual Private Cloud, c'est le réseau privé à l'intérieur du cloud d'Amazon dans lequel vous exécutez vos instances. Okay. Là, je dis que je veux un load balancer et qui va être public. Je veux qu'il ait une adresse IP publique. Pour avoir un ELB, pour avoir un LB avec qui ne soit pas public, qui soit un load balancer interne à la plateforme. Et là, l'objectif, c'est de load balancer nos services. Voilà, donc je veux que les instances aient elles aussi des IP publics. Là, je vais donner les subnets, d'accord, pour le load balancer, pour les instances et pour la base de données. Voilà. Donc, je lui donne les 3 subnets, comme ça il est capable de lancer dans les 3, ce qui me permettra d'avoir de la haute dispo. Je donne le type d'instance que je veux pour mon appli Rails. Donc là, c'est de la prod, donc je mets une plus grosse instance, M4 large, c'est déjà pas mal. Je lui dis qu'il faut me créer une base de données au passage. D'accord, donc Database Engine Postgre, version 9.4.5. La taille de l'instance, pareil, M4 large. La taille de la base, 5 Go. Le username de la base, le password. Et puis toujours la secret key base pour valider. Okay. Donc ça, voilà. C'est une commande qui est plus compliquée, mais vous voyez qu'on peut avoir... là, il faut bien voir qu'en une commande, on va créer un load balancer, on va créer un groupe d'autoscaling pour l'appli Rails. D'accord ? Donc je crois que par défaut, c'est de 1 à 4 instances, mais c'est paramétrable aussi. Donc on crée un groupe d'autoscaling, on crée une base de données. D'accord ? En avant. Voilà. Alors là je vais être obligé de tricher parce que ça prend entre 20 et 25 minutes. D'accord ? Donc l'environnement tout simple il prend 5 minutes, là il prend 25 minutes. Donc on va le laisser tourner, parce que là il y a beaucoup de choses à créer. Pour ceux que ça intéresse, évidemment c'est un template CloudFormation. Je referme la parenthèse. Les sources sont dispo dans la doc. Ou, les templates ? Ouais. Je crois pas, ceci dit,
si on, alors allons voir dans CloudFormation, on va poser la question. J'ai vu dans le résumé de la création, CNAME, ça veut dire qu'on peut aussi dans la commande lui donner l'alias du chemin d'accès. Non, lui va fixer un CNAME. C'était marqué unknown. Oui, parce qu'il ne l'a pas créé, il le crée à la fin. D'accord. Donc il va créer un CNAME, là en l'occurrence pour le load balancer. Et après, évidemment, si c'est de la prod, l'objectif c'est que tu mettes un CNAME www.monappli.com. Donc, alors il est là. Donc si tu as envie de te faire un peu mal à la tête, oui, il est là. Faut aimer le JSON, hein, faut aimer ça. Non, mais en plus là c'est hyper mal formaté, mais avec un éditeur un peu plus JSON friendly. Mais bon, il y a pas de magie quoi. C'est-à-dire que quand tu vas le regarder, tu vas voir qu'est-ce qu'on fait. On crée une launch configuration, un auto-scaling group, un ELB. Voilà, c'est toujours les mêmes concepts qui sont en dessous, quoi. C'est toujours les mêmes concepts. Voilà, donc là ça va tourner. Bon. Et si je reviens dans mon environnement ici, voilà, là il y a un petit reload. Voilà, il est en train de le créer, mais là ça prend un petit peu plus de temps. C'est la création de la base de données qui est longue, d'autant plus qu'à la création de la base de données, il y a un backup. Alors vous allez me dire c'est un peu idiot parce qu'elle est vide, c'est comme ça. Il backup tous les objets d'emblée. Et ça fait perdre entre guillemets 5 ou 6 minutes. Alors, bon, je l'avais préparé à l'avance. Alors voilà, je peux vous montrer. Je l'ai fait hier ou avant-hier ou je sais plus quand. La notion du temps est un peu perturbée. Ouais, non mais il manque 2 jours dans mon... J'ai été kidnappé par les extraterrestres. Donc je l'avais lancé à 15h09 et ça s'est terminé à 15h32. Voilà. 23 minutes. Donc ce que ça nous donne à la fin, donc on a un environnement, regardez la config. Voilà, donc on a un environnement qui est auto-scalé de 1 à 4 avec un load balancer. On doit pouvoir voir son petit nom là, ouais. On va vérifier que ça marche toujours. Ouais. Ça marche toujours, ok. Voilà, mon instance M4 large. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis ma base de données. Voilà. Okay. Load balancing, voilà, donc on est load balancé sur le port 80, blablabla. Je vois tous mes subnets. Ok. Et puis je vois ma base de données. Donc, bon, la commande est un peu plus compliquée, on est d'accord, mais en 20 minutes, vous créez, enfin, pour les gens du siècle dernier comme moi, qui devaient faire ça à la main, bon, ouais, voilà. Alors après, on va me dire, ouais, mais non, mais après, avec Vagrant, VirtualBox et tout ça, on faisait en 10 minutes aussi. Ok, admettons, mais voilà, provisionner ça, provisionner des serveurs scalables, load balancés, avec une base de données redondée, parce que la base de données là, elle est, je sais pas si je l'ai mis en multi AZ. Enfin bon, bref. Voilà, je trouve qu'en 20 minutes, on en a pour notre temps. Alors, j'ai presque terminé. Je vais juste vous montrer un dernier petit truc. C'est qu'évidemment, en dessous de tout ça, certes, c'est un service pass, mais en dessous de tout ça, on va retrouver les services qu'on a l'habitude de retrouver. Donc on va retrouver EC2. Voilà mon instance. Voilà mon instance EC2. Oui, je fais ça. Bien. Merci.
Voilà, donc là je suis logué. Bon, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, mais vous avez toujours la main sur vos instances. D'accord? Donc là il vous dit, voilà, cette instance EC2 est managée par Elastic Beanstalk. Voilà. Changes made via SSH will be lost if the instance is replaced by autoscale. Ok, très bien, merci. Enfin en attendant, voilà, je vois ce qui se passe là-dessus. Ok, donc c'est une instance. Magnifique. Je dois même pouvoir me connecter sur ma base de données. Alors, faudrait. Est-ce qu'on a posté des messages sur notre beau blog? Non. Alors, en avant. Ah, un deuxième. Voilà. Ok. Donc voilà, on retrouve dans la console EC2 tout ce qu'on a l'habitude de voir quand on fait du EC2. Et si on va dans la console RDS, bah, ça va être un peu pareil, on va retrouver l'instance, on va trouver son petit nom et on va se connecter dessus. Alors ça doit être celle-là. Voilà. Et donc la commande de la mort. Alors, si j'arrive à la faire du premier coup, 54, 22. Non, je ne vais pas faire. Ouais, c'est ça, moins grand U. Je pense que c'est bon. Voilà. Mon super mot de passe. Donc là, on doit avoir une table poste. Magnifique. Et voilà. Ok. Donc, vous avez toujours la possibilité d'accéder à votre base, vous pouvez faire des backups, faire ce que vous voulez pour injecter des données. Simplement, vous avez aussi la simplicité de déployer sans trop de complexité vos applis. On va refaire un petit deploy juste pour voir. Donc on va aller dans... Voilà, ça dénonce l'autre. On va aller là. Regardez si quel nom je mets. Oh là. Ah ouais, Rails Blog, c'est ça. Voilà. Ok, on est sur la branche, donc on va revenir sur la branche de prod. Ok, on va faire... Voilà. Ok, et donc si on fait EB deploy, alors regardez mon environnement parce que j'ai un doute. Ok. Voilà, je crois que c'est ça. Vous avez déjà un petit stage Ah ouais. qui me malade, hein. Ah ouais. Alors, on va tenter le AB abort, là, généralement il dit non, tu peux pas. Ouais, si. Alors si on le fait assez vite, ça marche. Parce qu'après, il vous dit, non, en gros, le machin est pending, il faut attendre. Merci. Donc, alors, on va revoir. Aborting. Mais tant que c'est green, ça va. Ça veut dire que le truc répond. C'est vrai, je ne l'ai pas connecté. Et bah du coup, on va tester le stage, tiens. On va le laisser revenir dans l'état normal. Ready green, ok. Ah ouais, non, si on le fait vite, ça va. Hop. Voilà. Et donc là, si je fais ça...
normalement, ça se passe. Oui, alors ça aussi, alors voilà, ça, il est toujours en train de créer l'autre environnement, mais bon, quand parfois c'est un peu long, il me dit t'as pas fait CTRL C, mais moi j'arrête, hein, ça suffit. Mais bon, c'est rien, hein, il tourne encore. Hein. Voilà, launching. Alors j'ai une nouvelle question. Vas-y. Derrière l'utilise code deploy, j'imagine. Ou, Non. Non. Donc, et alors comment tu déploies? Est-ce qu'il y a une coupure de service si tu as plusieurs ECD? Alors, ça c'est une bonne question. Alors attends, ça y est, il a fini, on va juste vérifier. Ok. Voilà. Donc le moins staged, voilà. C'était l'occasion de le montrer. Alors, tu peux contrôler ça. La politique de déploiement, c'est ça. Updates and deployments. Bon alors, quand il n'y a qu'une instance, on se doute qu'il y a un moment quand même où, même si ça va très vite de faire stop-start, il peut y avoir une petite coupure. Quand tu es en multi-instance, tu peux lui dire, fais du rolling updates, tu fais un par un ou pas plus de 30%, tu peux contrôler ça. Donc du coup, voilà. Tu peux lui dire, il doit toujours y avoir au minimum X instances en service et tout. Donc ça c'est assez cool. Parce que ça c'est vraiment chiant à gérer. Quand on fait du déploiement de prod, c'est vraiment pénible à gérer. Le load balancer, il va automatiquement laisser de côté ceux qui sont en train de se mettre à jour? Ou alors il va quand même... Est-ce qu'il les sort? Alors, est-ce qu'il y a le connection draining là-dessus? Il faut que je vérifie. Je ne vais pas faire appel à mon raison. Je ne vais pas faire appel à la ce soir. En tout cas, on peut contrôler ça. Et il y a un autre truc qui est super sympa. Voilà. C'est ce petit bouton là qui a l'air de rien. Swap URLs. Voilà. Qui permet de faire du déploiement du Red Black. Red Black, c'est ce que fait Netflix, en gros. C'est les couleurs bleues. C'est de dire, je reconstruis tout. J'ai la version N, je veux tester la version N+1. Je reconstruis tout en version N+1. Je teste. Quand je suis convaincu que ça marche, eh ben, je bascule sur N+1 et je tue N. D'accord ? Et donc avec ça, c'est assez facile à faire, de se dire, vous créez votre nouvel environnement. D'accord ? Là, pour le faire, il suffirait que je fasse un EB create blog prod 2. Je recrée un environnement. Tu peux cloner aussi. Ouais, on peut cloner. Donc je recrée un environnement, je déploie ma version de code, j'ai mes URL, j'ai mes CNAME, je fais mes tests, et puis quand je suis OK, le CNAME interne, je regarde. Et par contre, dans votre DNS, vous pourriez dire, alors soit vous le changez dans votre DNS, soit vous le changez là, mais hop, vous faites l'échange entre les deux CNAME, et puis vous basculez d'un environnement sur l'autre complet. Et ça, pour le coup, c'est instantané. Donc c'est un moyen assez sympa de faire les déploiements. Voilà. Bon, il y a plein de trucs rigolos comme ça qu'on peut faire sur Beanstalk. Mais bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là, puis je suis en train de perdre ma voix. Et c'est mieux que je m'arrête. Voilà, on va juste regarder où il en est. Ça fait voilà. Il est encore en train de tourner, ça ne doit pas tout à fait faire 23 minutes. Voilà. J'avais juste un tout dernier petit truc à vous dire. Donc voilà pour Beanstalk. Je vous encourage à l'essayer. C'est un service qui est vraiment sympa. C'est un bon point d'entrée pour AWS, parce que vous voyez, il n'y a pas besoin de connaître grand chose en fait pour démarrer. Et puis quand on regarde ce qui se passe en dessous, on commence à rentrer un petit peu dans EC2, on commence à rentrer un petit peu dans l'RDS. Donc c'est un bon prétexte pour commencer à jouer avec AWS et à commencer à regarder ce qui se passe en dessous. Merci beaucoup, merci de m'avoir supporté. J'ai pas été brillantissime, mais c'est pas grave, au moins j'ai été là. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le feraient pas encore, à nous suivre sur Twitter, si vous voulez être au courant de tous nos événements. C'est vraiment le meilleur moyen de rester en contact.
D'ailleurs, il faudrait qu'on ait un compte en WS, nous aussi. Message. Non, non, mais S'il y a un community manager, je suis preneur. je vous laisse vous organiser. Voilà, donc ça, c'est tous les prochains événements où on sera. Donc il y a le salon du Big Data début mars, IoT World à Paris aussi, en mars. Donc le SIDO, le salon de l'Internet des objets à Lyon. Donc moi, si je suis pas malade, je serai là. C'est un hackathon. Quoi? C'est un hackathon. Non, c'est un... Enfin, C'est un salon. oui, il y a un hackathon aussi, Ah, t'as raison, il y a un hackathon. Mais nous, c'est un salon on va dire, traditionnel, enfin, on aura un stand, on a des conférences. Voilà, j'ai un de mes collègues aussi qui fera une démo IoT assez mortelle. L'inscription au salon, je crois, est payante. Mais, si le sujet vous concerne ou si vous arrivez à trouver des invités, je vous conseille de venir parce que sa démo est vraiment impressionnante. Et puis on sera à Devox et Dotscale aussi à Paris. Je vous encourage encore et toujours à venir au Summit le 31 mai. Il va durer 2 jours ou pas? Pour l'instant c'est un, mais pour l'instant c'est un. On m'a dit peut-être 2. C'est un suspense, il y a encore le suspense. Voilà. Donc voilà, là vraiment venez, si vous pouvez venir, venez. Là pour le coup c'est gratuit. Donc vous avez juste le TGV et éventuellement la nuit d'hôtel. Mais bon, vous pouvez faire l'aller-retour une journée. Si vous voulez progresser un grand coup sur AWS, c'est le truc à pas rater. Bon, et puis les user groups, on en a déjà parlé. Voilà, merci beaucoup. Désolé pour la voix.